suis payé 800K par an pour envoyer des mails. Tu vois, genre, et c'est un sketch. Allez, encore une année de plus. Tu vois. Ouais. Genre, c'est la dernière. J'ai l'impression que c'est des braqueurs et ils font leur dernier coup. Les gens respectent pas les joueurs pro sur LoL, alors que statistiquement, c'est plus dur que quasiment n'importe quelle autre discipline. Et la raison pour laquelle j'ai été pris à la BNP, c'est pas parce que j'ai fait le SCP, c'est parce que c'était des entretiens qui étaient désignés aux ingénieurs et je me suis incrusté dans les entretiens. En école, j'ai adoré le foot. J'ai fait des tournois à Barcelone. Chaque fois, c'était le même sketch. C'est que on allait en boîte jusqu'à 7h du mat. On rentrait de boîte, on mettait nos protèges tibia, on allait au truc. Notre équipe 1, 2, 3, 4 se faisait toutes disqualifier. Et après, pendant 4 jours, on était à Barcelone. Ça, Salut Marc, je vais refaire pour la 3e fois cette introduction. Mais donc tu es diplômé de l'ESCP, tu as fait ta carrière en salle des marchés. On partage ensemble un background en commun qui est d'avoir fait une prépa, d'avoir fait une grande école de commerce. Ouais. Alors moi j'ai pas fait le passage dans la partie banque, mais on a plus ou moins atterri dans un endroit que je peux qualifier d'un peu près similaire, donc qui touche beaucoup à la créateur économie, mais qui est surtout axé autour de l'entrepreneuriat. Alors si je te reçois aujourd'hui, c'est pour parler de 3 choses. J'ai envie de parler d'abord des écoles de commerce, d'avoir ta vision dessus, on pourra faire toute une partie là-dessus. Ensuite, on va parler certainement de la banque de manière générale. Ton avis dessus m'intéresse. Et j'aimerais bien prendre un sujet un peu plus macro à la fin, c'est le sujet des décisions. Parce que tu as fait un TED Talk que j'ai trouvé très intéressant, que je me suis rematé plusieurs fois, et qui est d'ailleurs, je crois que le chiffre, c'est quoi? C'est qu'il est top 10 monde. Top 8 monde et top 1 8 France. Ouais. Ok, d'accord. Incroyable. Donc, sur 2024. Voilà. Juste sur 2024. Donc, c'est un très beau chiffre. Et y a dedans, notamment, tu parles en fait de quelque chose que tu as dit... un de tes collègues, alors tu dis pas exactement qui c'est, je sais pas si c'est une personne que j'ai rencontrée la dernière fois. Ouais, alors dis-moi. La citation qu'il dit, c'est il n'y a pas de bons choix, il y a que des choix qui se rendent bons. Ouais, c'est pas un collègue, c'est un de mes potes qui s'appelle Raphaël Maisonnier et qui m'a dit cette phrase-là, ouais, que lui-même tenait de quelqu'un d'autre. Voilà. Est-ce que tu peux peut-être commencer par nous dire ce que ça veut dire? Il n'y a pas de bons choix, il y a que des choix qui se rendent bons. Alors, c'est dans certaines situations, mais en gros, moi, je m'étais placé au moment où j'ai décidé de quitter Goldman Sachs, tu vois, et à ce moment-là, je m'étais fait accompagner par des coachs, un coach plus sur le plan pro et une coach plus sur le plan psychologique, parce que je faisais un burn-out à ce moment-là. Et j'avais posé sur 3 critères, tu vois, le plan professionnel, le plan personnel, épanouissement personnel, et le plan matériel et financier, tu vois. Et en fait, ce que me disait mon pote, parce que sur les 3 critères, il y avait du pour et du contre, en mode est-ce que je me barre ou est-ce que je reste ou quoi. Et il me disait, en fait, quand tu es face à un choix à 50-50, tu vois, un choix qui est pas simple à faire, qui est dur, bah, tu vois pas le futur, en fait, tu vois. Donc, finalement, on s'en fout de ce que tu choisis A ou B, tu vois. On s'en fout complètement. Et ce qui compte, c'est une fois que tu as choisi A ou que tu as choisi B, tu regardes plus jamais derrière toi et tu vas rendre ce choix bon, tu vois. Et pour rendre un choix bon, en fait, un des trucs principaux, c'est pas dépenser d'énergie stérile à te dire, ah, et si j'avais fait ça, tu vois. Si j'étais resté chez Goldman Sachs, aujourd'hui, je serais probablement managing director chez Goldman, je gagnerais très très bien ma vie, mais c'était pas mon but, tu vois, et je sais pourquoi je suis parti, tu vois. Et parce que ça, du coup, c'est souvent très facile à dire une fois que tu as pris la décision. Bien sûr. Et en fait, il y a avant une phase d'abord qui est celle d'avoir le courage de partir. Ça t'est venu... Enfin, ça t'est venu comment? Ça a vraiment été un déclic ou c'est un truc qui est venu progressivement, qui était peut-être lié à ton état de santé d'ailleurs? Ouais, ça a pris du temps. En fait, au bout d'un moment, tu vois, donc tu gravis les échelons, tu as le système en banque up or out, tu vois, un peu pour te saucer. Ouais. Donc, au début, tu es ce qu'on appelle analyste. Après, au bout de 2 ou 3 ans, en fonction des banques, tu passes associate. Là, c'est le moment où tu commences à avoir tes propres clients et ton propre PNL, ton propre profit and losses et tout ça. Et donc, voilà, tu montes les échelons jusqu'à vice-président. Et vice-président, je trouvais que ça devenait beaucoup de politique. C'est-à-dire que mon taf, c'était plus tellement de ramener des nouveaux clients ou de faire du nouveau business, c'était plus sur le gâteau existant, de raconter des histoires en interne, de dire que ça, c'est grâce à toi que ça avait été fait et tout ça, tu vois. Et je trouvais ça complètement stérile que, des gens qui sont payés pour beaucoup plus d'1 million par an, tu vois, ne rapportent pas 1 centime à la boîte, tu vois. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, honnêtement, j'apprenais plus grand-chose, tu vois. Donc, je trouvais que... Alors, je sais que c'est compliqué à comprendre pour certains, mais je trouvais que ça aurait été manquer d'ambition que de rester chez Goldman, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que si mon objectif, c'était juste de très bien gagner ma vie, j'aurais trouvé que c'était un manque d'ambition, tu vois. J'aurais rien fait d'autre que bien gagner ma vie, venant d'un milieu privilégié. Enfin, tu vois, j'aurais pas fait grand-chose de ma vie, tu vois. Okay. Donc, au bout d'un moment, je me rends compte que j'apprends plus rien et que les gens au-dessus de moi m'inspirent pas aussi, tu vois. Okay. Et c'est quoi le profil des gens qui restent? C'est des gens qui, au bout d'un moment, c'est des gens qui attachent énormément d'importance au côté matériel et financier de ce genre de carrière, quoi, tu vois. Et qui sont là pour gagner beaucoup d'argent et qui s'en cachent pas, tu vois. Et il n'y a pas de problème avec ça. Encore une fois,
Moi, je cite souvent l'exemple de. Moi, je viens d'une famille très privilégiée, mais j'ai une collègue indienne qui, à la fin du mois, envoyait de l'oseille à sa famille, tu vois, toutes les fins de mois. Donc, ouais, on n'a clairement pas les mêmes contraintes dans la vie et tout ça. Mais il y en a aussi qui gagnaient très, très bien leur vie et tu vois, qui ont plus de 10 millions de patrimoine et ils restent parce qu'il faut rembourser le 400 mètres carrés à Chelsea, la résidence secondaire et tout ça, tu vois. Donc, voilà. Moi, ça m'excitait moins. Donc voilà. Donc, du coup, je me suis dit quel va être mon prochain challenge et je l'ai trouvé dans la créateur économie. Ok. Et tu as eu la chance, tu t'étais pas, t'avais pas de contraintes financières? Non, j'étais millionnaire déjà depuis quelques années et j'avais pas tellement de. Enfin, tu vois, tu peux toujours vouloir plus, tu vois. Moi, je trouvais que c'était déjà très confortable ma situation. Et au contraire, j'avais la chance de, tu vois, être à ce moment-là à 30 ans ou pas marié, sans enfant, sans parents à charge, je viens de le dire. Donc, je me suis dit, bah, si je prends pas de risque maintenant, j'en prendrai jamais, tu vois. Donc non, en vrai, j'avais pas de contraintes financières. En fait, je te dis ça parce que tu sais, il y a toujours en école de commerce, moi je les avais tous dans ma promo, ces gens-là, ceux qui se disent, bon, je vais faire 3 ans en banque, 3-4 ans en banque et je vais me casser. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure, tu vois comment est-ce que l'écosystème de la banque fait te lock indirectement plein de choses. Et une des principales raisons pour laquelle moi j'ai plein de potes qui sont dans cette situation-là, ils ont commencé à investir dans l'immobilier, il y a un prêt à rembourser en fait, et finalement Complètement, ouais. ça rentre C'est dans la prison dorée, ouais. Ouais, c'est quoi un peu les trucs qui est-ce que c'est vraiment purement de l'argent qui maintient les gens dans ces situations-là, ou est-ce qu'il y a, je sais pas, peut-être du statut ou des trucs que les gens veulent pas abandonner? Ouais, t'as aussi un peu de statut. En argent, bah déjà, effectivement, parfois quand tu parles à des traders ou tu vois, souvent ils sont en mode ou des gars en salle de marché ou des sales, tu vois ce que je faisais. Ils te disent, allez, encore une année de plus, tu vois. Ouais. Genre, c'est la dernière, j'ai l'impression que c'est des braqueurs et ils font leur dernier coup, tu vois. C'est Ce sera le le coup dernier du siècle. casse. Ouais. Ouais, c'est ça, on fait un dernier. Et, leur raisonnement, c'est de dire, en fait, l'année N+1 est tellement énorme par rapport à tout ce que tu as gagné jusque-là, tu vois, c'est ce qu'on te fait miroiter. Et c'était vrai, certaines années, ça l'est plus du tout aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, le scaling des salaires en banque, il reste, il s'aplatit pas mal quand même, tu vois. Et il y a quelques heureux élus qui vont passer cette barre des. Dans les banques américaines, je dirais que ouais, tu as une grosse barre à 250-300K de total compensation, donc fixe plus bonus, que tu vas pas forcément passer, sur lequel tu peux rester. Tu vois, tu as un vrai plateau à ce moment-là. Pourquoi? Bah, en fait, si tu veux, la structure de coût de la banque, elle est plus du tout la même qu'elle était avant les subprimes. Aujourd'hui, il y a énormément de compliance, tu vois, de trucs qu'on peut plus faire. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, les banques, depuis Volcker, elles peuvent plus faire ce qu'on appelle du trading pour compte propre, c'est-à-dire être une sorte de casino, prendre des paris et tout ça. Elles peuvent faire que des activités tournées vers des clients. Donc, tout simplement, en termes de ROI, de return on equity, les banques sont beaucoup moins profitables qu'avant, tu vois. Donc voilà, et puis il y a plein de gens à payer en plus et tout ça. Donc ouais, juste, il y a moins de gens qui sont extrêmement bien payés comme c'était le cas avant, tu vois. Ouais. C'est un truc dont je crois que tu parlais, c'est une des interviews que j'avais regardé avec la personne de chez Meta. Ouais. Où je crois que vous compariez les salaires à l'entrée, je me souviens plus exactement des chiffres, mais où quasiment en fait un ingénieur dans la Silicon Valley est mieux payé. Beaucoup mieux, ouais. Aujourd'hui, en fait, les courbes commençaient à se croiser. Moi, quand je suis rentré sur le marché du travail, un ingénieur en Silicon Valley, donc en 2015, il gagnait à peu près 150 total compensation. Alors après, tu as toujours les gens qui te disent « Ouais, mais c'est en dollars, ça n'a rien à voir, ça inclut pas plein de protections sociales. » Certes, mais tu vois, si tu gagnes un ingénieur 50K en France, ça va, tu vois, ça sera quand même bien au-dessus, même si tu as la sécurité sociale, tu vois. Ça, c'est la première chose. Et dans une banque américaine, c'était un tout petit peu moins de 150, tu vois. Si tu comptes le fixe, plus le bonus, plus la participation, tu sais, elles sont obligées de repayer une certaine partie de leur chiffre d'affaires, de leur résultat net. Et c'est énorme parce que tu payes juste CSG, CRDS dessus. Donc, si tu remets ça en brut, c'est énorme comme salaire, tu vois. Donc, on va dire, en total compensation, les deux étaient quasiment à 150. Aujourd'hui, donc en Silicon Valley, c'est 300K, total compensation. Alors, on parle des top ingénieurs, hein, mais c'est 300K. Et les banques, c'est... ouais, ça n'a pas vraiment bougé, quoi. Ça a un petit peu bougé là, ces dernières années parce que justement, sur le marché de l'emploi, en fait, elles sont en compétition pour embaucher les top ingénieurs face aux boîtes de tech, tu vois. Et tu vois, une boîte comme Goldman, elle se définissait comme une boîte de tech. Tu vois, genre, ils ont 33% de leur. Ils essayent vraiment d'être sur le modèle des boîtes de tech. Ils ont 33% de leur masse salariale qui sont des gars de la tech, qui font les systèmes de pricing, tout ça. Et donc, ils essayent de se la jouer boîte de tech un peu, tu vois. Ouais. Je me demandais si un jour, en fait, les boîtes tech allaient remplacer les. Tu sais, il y aurait conseiller en stratégie, finance, ingénieur, enfin, boîte tech. Ouais. Est-ce que ça va vraiment remplacer, en fait, en termes de proportion, parmi les voies vers lesquelles vont travailler les jeunes diplômés, quoi? Bah, Si t'as de plus en plus de fintech. Si Et c'était ouais, qu'une réflexion sur la thune, quoi. Ouais, bah, c'est possible, ouais, c'est possible. Enfin, les boîtes la tech prend une énorme ampleur dans le domaine financier, mais pas que, ouais. Donc, Okay. Ouais. En fait, comme tu vois, on se disait avant, c'est une optimisation qui est finalement, plus tu restes longtemps dans un environnement qui est souvent banque, enfin, qui va te payer beaucoup d'argent,
on est assez sûr du fait que ton incentive premier, c'est bon, je suis là parce que je gagne de la thune. Finalement, si vraiment c'est ta seule métrique d'optimisation et que tu vois après, tu as maté une de tes interviews, tu fais attends, et je peux gagner beaucoup plus d'argent en travaillant pareil à côté. Est-ce que c'est les mêmes qualités? Je me dis, est-ce que ces profils-là qui sont intéressés par les carrières en finance peuvent facilement se recycler sur des tafs en tech, en fait? Mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment très. En fait, ce qui est intéressant, c'est que je trouve, même si les banques ne l'admettront pas, mais les profils qui sont en banque aujourd'hui sont juste moins bons. Tu vois, que c'était le cas il y a 10 ans. Et c'est une des raisons pour laquelle un gars comme moi a pu rentrer chez Goldman Sachs. Tu vois, je pense que ça aurait pas été possible avant. Et puis t'as des profils, tu vois, juste moins bons, en fait. Les meilleurs, ils font plus ça aujourd'hui. Tu vois, moi, mes Pourquoi potes qui ont fait Polytechnique et tout ça, Ouais. personne n'est en banque, tu vois, aujourd'hui. Bah, ils peuvent travailler moins, gagner beaucoup plus et avoir une courbe. Enfin, pour le coup, la courbe, elle ne s'aplanit pas, tu vois, dans les métiers de la tech, tu vois, parce que tu vestes des actions de Facebook, typiquement, tu parlais de Meta, qui fait que monter tout le temps, tu vois, donc, ou d'Apple ou quoi, et ouais, donc ils gagnent beaucoup mieux leur vie en bossant moins, avec, tu vois, dans la vidéo Meta, on parle beaucoup du lifestyle, tu vois, c'est 9 heures, de 9 à 10, le gars, il se fait son petit déj un peu tranquille, il commence à taffer à 10 heures, en général, à 18 heures, il est parti, tu vois, donc, ouais, moi je pense vraiment que, et du coup ça décale toute la courbe, et donc il y a des gens qui auraient pas eu accès à ces métiers-là et qui ont accès aujourd'hui, et c'est trop bien pour eux, tu vois, parce que voilà, ils ouvrent les vannes à des écoles qui sont moins prestigieuses, et ça, ce que je pense c'est un super truc, quoi. Et parce qu'en fait, c'est quand même un problème, j'imagine, pour ces banques qui reposent sur ce modèle d'aller chercher les meilleurs talents des meilleures écoles. Ouais. Tu t'es déjà posé la question de comment est-ce que, tu vois, si t'étais à la tête d'une banque comme ça, Faudrait qu'elles investissent dans du marketing via la Jokeris Corporation. Par exemple. Par exemple, tu vois. Mais vraiment, en plus, c'est qu'elles sont plus attractives en fait aujourd'hui pour. Ouais, elles le sont moins. Ouais, elles le sont moins. Et c'est aussi pour ça que tu vois, ils ont compris qu'il y a le salaire, mais que le salaire faisait plus tout. Il y a aussi le lifestyle. Elles essaient de jouer là-dessus aussi. Ce qui n'était pas le cas avant, qui n'était pas dans les considérations des. Avant, t'avais pas de ping-pong et tout, tu vois, ou de billard dans les banques, tu vois. Donc ils sont vraiment mis sur le modèle de la tech aussi, sur la manière dont tu te fringues aussi, tu vois. Maintenant, avant c'était très très tendu. Maintenant c'est classique de venir en t-shirt et tout dans les banques anglo-saxonnes. Hein. Les françaises, elles sont très très en retard encore là-dessus, tu vois. Enfin, en retard. Il y a un décalage, tu vois. Je dis en retard parce que les françaises ont tendance à copier les anglo-saxonnes maintenant sur ces trucs-là. Mais donc c'est pas forcément en retard, mais elles sont plus à l'ancienne en tout cas. T'as l'impression que la banque, de manière générale, ça apprend quoi aux gens qui y passent? Bah, tu vois, c'est une autre raison pour laquelle je suis parti, c'est que, en tout cas, je pense que t'apprends vraiment des trucs les premières années. Et après, quand on taffe, c'est que de la politique. En gros, la politique, c'est quoi? C'est t'envoies des mails qui sont. C'est comme LinkedIn, tu vois. C'est en mode, tu t'envoies des fleurs, tu dis, ah d'ailleurs, faut que je vous raconte, j'ai fait un truc exceptionnel. Ouais. C'est le même délire que sur LinkedIn, donc c'est un peu cringe. Et donc, c'est vraiment ça, tu vois. Genre, c'est vraiment, ouais, les big boss, ils envoient des gros mails, tu vois. Et dans les gros mails, est-ce que ton mail est clair? Est-ce que tu as un hook qui est important? Parce que le gars, il a plein de mails, tu vois. Donc, c'est du LinkedIn. Est-ce qu'il va cliquer sur voir plus? Mais dans est-ce que, alors, il y a un autre délire de la banque aussi, c'est est-ce que les mecs sont copiés par ordre de seniorité? Tu vois, dans les CC, c'est est-ce que tu as mis genre d'abord le partner, puis le MD, puis le MD un peu moins important et ça. Et tu peux vraiment avoir un mec qui va te bouder parce qu'il comprend pas pourquoi il est copié en 4e, il aurait dû être en 3e et ça, tu vois. Donc, mais les gars, ils passent des heures au carré là-dessus. Ça, c'est une grosse partie de leur taf. Et l'autre grosse partie, c'est ouais, la politique, quoi. Donc, c'est-à-dire en off, les alliances. Nous, on se met, tu vois, on a notre bande. Lui, il est contre nous. Faut qu'on essaie de le douiller là-dessus. Et tout ça, t'as beaucoup de ça aussi, tu vois. Et moi, je pense que j'étais particulièrement nul là-dedans, tu vois, dans la politique, parce que j'étais un peu trop con, tu vois. Je disais tout haut ce que je pensais. Et du coup, je me disais, mais t'es débile, tu vois. Genre, voilà. Donc ouais, c'était pas trop mon truc, quoi. Mais ouais, donc j'ai pas répondu à ta question, pardon, mais en gros, au niveau senior, ça consiste en ça, le job. Et je pense qu'au niveau junior, c'est des skills de merde, mais tu vois, moi, j'ai vraiment appris le attention to detail, ce qu'on appelle en banque. Et donc, typiquement, mes deux associés aujourd'hui, sur mon autre boîte, ils me font relire tous les mails, tous les trucs, parce que je rate rien, tu vois. Tu me files un truc, ouais, c'est ça, je screen le truc. Et parce que j'ai fait énormément de pricing quand j'étais en banque, pendant longtemps, mon boulot, ça a été de pricer les produits dérivés, en fait, qui demande de pas te gourer, parce que si tu te gourres de 2% et que tu fais un prix sur 100 millions, ça coûte 2 millions à la boîte, donc ça fait chier. Okay. Voilà. Tu peux m'expliquer quel est l'intérêt pour une personne de mettre un mail avec un gros hook? C'est quoi? C'est de faire du work signaling, regardez, j'ai fait du bon travail. En fait, c'est exactement comme sur LinkedIn, c'est-à-dire c'est quand même des grosses boîtes, tu vois. Goldman Sachs, c'est 35 000 personnes. Tu vois, là, je parle juste. Alors, ils sont concentrés que sur les activités de banque d'investissement, tu vois, banque d'affaires. Private equity, tout ça, sur les activités les plus rentables, ils n'ont pas de partie banque de détail. Si tu prends des banques globales, type un BNP Paribas,
tu vas avoir 200 000 personnes parce qu'ils ont aussi toute la partie banque de détails, tu vois. Mais bon, c'est quand même des grosses armées et donc c'est un peu comme sur LinkedIn, en fait, c'est dire que tu fais des trucs, tu vois. Et en fait, une boîte comme Goldman, les desks de trading, c'est un peu comme plein de startups, tu vois, qui font leur business. T'as les mecs qui traitent des matières premières, les mecs qui traitent des actions et tout ça. Et est-ce qu'ils vont faire des joint ventures avec toi, tu vois. Et parfois, tu as deux desks qui font un joint venture en disant, on va faire un produit qui va être hybride equity matières premières et on va bosser ensemble et tout ça. Mais tu vas avoir envie de bosser avec ce gars-là parce que tu vois qu'il y a des mails qui passent, qu'il a l'air bon, qu'il a l'air smart, qu'il a des nouvelles idées et tout ça sur les nouvelles tendances de marché. Il fait des nouveaux produits, il réagit vite par rapport aux nouvelles tendances de marché, tout ça, tu vois. Donc, c'est un peu du personal branding en interne, tu vois, ces mails, tu vois. Ok, donc c'est ça que t'appelles la politique. Ouais. Okay. T'as ça, et je te dis, t'as aussi beaucoup de. Enfin, t'as aussi le vrai truc de on se retrouve à 3 dans la cafétéria, on se met à chuchoter, et la question, c'est comment on va dézinguer machin, tu vois. T'as beaucoup de ça aussi, tu vois. Et quand t'es un peu le gars qui veut pas trop être dans ce délire-là, les gens, ils te regardent bizarrement, tu vois. Ouais, donc du coup, c'est toi qui finis par te faire niquer. Ouais, c'est ça. Enfin, soit ça, soit juste les gars comprennent pas, tu vois. Les gars comprennent pas que tu sois pas trop dans ce délire-là. Et du coup, ils te disent ouais, on a l'impression que t'es plus motivé. Alors que ça n'a rien à voir. C'est juste tu comprends pas ce délire-là. Et bon, bref, finalement, moi, j'ai juste préféré dire que je m'en allais, tu vois. Mais ouais, enfin. Mais je pense que, et encore une fois, juste pour être clair, c'est pas du tout spécifique à Goldman, tu vois. Je pense que c'est dans l'univers de la banque, tu vois, ou même n'importe quel endroit, à partir du moment où tu as de l'argent, du pouvoir ou de la fame en jeu, ça se passe comme ça, tu vois. Je pense qu'en politique, ça se passe beaucoup comme ça aussi, tu vois. Donc voilà. Ouais. Ça me fait. On parlera des écoles de commerce juste après, mais je pense que le système de fonctionnement sur un campus a beaucoup de points communs avec ce que tu décris. Je vais juste dire un truc. Est-ce que si tu devais. Alors, je me suis noté un truc avant, c'est quel est le profil psychologique, tu vois, d'une personne qui justement arrive tout en haut, qui fait ses 30 ans de carrière, 30-40 ans de carrière, qui continue là où toi tu t'es arrêté. C'est forcément quelqu'un qui a réussi cet exercice politique. En fait, tu as soit ceux qui sont excellents, mais c'est une petite partie, tu vois. C'est ceux qui sont vraiment très bons, qui sont charismatiques, les gens croient en eux, ils ont de l'énergie, ils débloquent les trucs et tout ça. Mais c'est une toute petite partie, tu vois. C'est pas le profil type. Souvent, tu vois, les bons aussi, souvent, ils partent parce que. Enfin, soit les bons, ils sont très très bons et donc ils sont retenus. Soit ils partent parce qu'ils ont d'autres offres et ils se rendent compte qu'en fait, le truc ne leur convient pas. Et ce qui est horrible, c'est qu'à un certain niveau, c'est les mauvais qui restent, tu vois. C'est-à-dire, c'est ceux qui se disent attends, mais mec, je suis payé 800K par an pour envoyer des mails. Juste, on arrête. Je bouge pas. Ouais, c'est ça, je bouge pas. Et en fait, les gens, en fait, ça qui est ouf, c'est que les gens, ils l'oublient ce truc-là. Pourquoi ? Parce que, en fait, en banque, si quelqu'un te dit comment ça va, tout le monde, tu vois, en banque, va baisser les yeux et va te dire je te cache pas que c'est un peu dur en ce moment. Tu vois, genre, c'est genre juste un mec qui te dit bonjour, tu dis ouais, je te cache pas qu'en ce moment, on est un peu sous l'eau et c'est un peu dur avec l'équipe, tu vois. Et tout le monde queen tout le temps, en fait. Pourquoi ? Parce que ton bonus va être déterminé là-dessus, tu vois. Si à la fin de l'année, quand je te paye ton bonus 200K, tu me dis mec, trop bien, franchement, je suis hyper content, je m'attendais à 150, mais là, 200, c'est big. Tu peux être sûr que l'année prochaine, le mec va te payer, mais bien en dessous. Il va aller voir les autres boss, il va dire putain, mais Théo, on l'a beaucoup trop payé, les gars. En fait, eux, ils essayent de trouver quel est le prix où tu craques pas, tu vois. C'est-à-dire, si toi, tu voulais 100, ils vont se dire, OK, est-ce qu'on le met à 80% ou 20, c'est trop loin, il va craquer, tu vois. Est-ce qu'on le met à 85 et tout ça. Mais donc, du coup, toute l'année, tu vas queener. Et quand on t'annonce ton bonus, même si je te dis ton bonus, c'est 8 millions, tu vas dire, c'est un peu dur. Je vous cache pas que c'est un peu dur. Je m'attendais à plus par rapport à ce que j'ai fait cette année et tout ça, mais je vais y réfléchir et voilà. Je préfère pas vous faire de réaction à chaud. Tu vois, genre, et c'est un sketch. Je te jure, c'est vraiment ce sketch-là, il est permanent, tu vois. Donc ouais, tu vas avoir n'importe qui en banque d'investissement, ça va. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, tu vois. En ce moment, toujours en ce moment, tu vois. Voilà. Et donc ouais, bon bref, je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus, mais c'est un peu ça l'ambiance, tu vois. Ouais. Et donc tu me disais quel est le profil qui reste. C'est le profil qui arrive à, malgré ce sketch permanent, pas se mindfuck lui-même et se dire attends, juste les gars, c'est un peu compliqué, c'est un peu quoi, t'as envoyé 3 mails et t'es payé que 700K, tu vois. Donc il y a aussi des profils, c'est aussi des profils qui se disent putain, mais dans le vrai monde, encore une fois, si t'es intéressé que par l'argent, dans le vrai monde, il n'y a pas de meilleur trade que ça quasiment, tu vois, parce que on parlait des métiers de tech, mais les métiers de tech, il faut quand même avoir un cerveau pour le faire, tu vois. Pour le coup, en banque, au bout de certaines années, t'as pas besoin d'un très gros cerveau, tu vois, genre juste t'envoies des mails, tu copies les bons gars dans le non, tu vois, genre, t'as pas besoin d'un brain de ouf non plus, tu vois. Donc voilà. Ok. Donc c'est ceux qui valorisent ça et qui sont honnêtes aussi sur le fait qu'ils arriveront pas dans le vrai monde à réussir aussi bien sur encore une fois une dimension que de thunes, tu vois. Mais toi, à quel moment t'es sorti du sketch ? Comment tu t'es rendu compte de ça ?
Mais en fait, au début, le sketch, tu l'as pas trop parce que juste tu fais tes trucs. Moi, ce qui était ouf, si tu veux, ce que j'ai adoré dans mon truc, c'est que déjà, à la base, je venais juste pour mon kiff mathématique. Et en fait, quand je suis rentré chez Goldman, il n'y avait pas, dans l'équipe des produits structurés, il n'y avait pas de structureur. Donc en fait, ça faisait partie de mon taf de pricer les produits. Donc moi, c'était des maths, je kiffais, je faisais mes simulations de Monte Carlo et tout ça. Enfin, en 2 mots, comment tu prices les produits, c'est tu fais ce qu'on appelle une simulation de Monte Carlo, c'est-à-dire tu simules 100 000 fois une action. Et tu regardes sur ces 100 000 chemins de X, tu vois, tu regardes f de X, c'est-à-dire le prix du produit dérivé. Et en maths, tu as un truc qui s'appelle la loi faible des grands nombres qui te dit, voilà, si tu simules beaucoup de fois un truc, ça tend vers l'espérance et tu actualises cette espérance. Tu vois. Et ensuite, il faut que tu regardes avec le trader comment tu veux couvrir les risques du produit, tout ça pendant toute la durée de vie du produit. Donc ça m'a fasciné pendant 2-3 ans. Et ensuite, l'autre truc qui était intéressant, c'est que, tu vois, quand j'ai rejoint Goldman en 2015, le desk sur lequel j'arrivais, ce qu'on appelait les produits exotiques, les produits structurés, les produits les plus complexes, était microscopique, tu vois. Était vraiment microscopique et tu avais 2 mastodontes sur le marché, BNP Paribas et Société Générale, parce que c'est des produits en fait qui correspondent exactement au cadre fiscal français de l'assurance vie. Donc c'est pour ça que c'était des produits qui étaient développés que en France et pas trop dans les boîtes américaines. Et donc c'était intéressant pour moi d'arriver et de me dire ok, on va prendre des parts de marché aux boîtes françaises dont j'aimais pas trop la mentalité, tu vois. Je sortais de chez BNP et en gros j'avais fait mon stage à la BNP et puis je revenais à Paris, j'étais à Chicago dans ma dernière année à l'ESCP et mon boss m'avait dit reviens, je vais peut-être embaucher un structureur, donc un ingénieur, tu vois. Et donc j'avais vu 4 big boss de la BNP, que des X ou des centraliens, qui avaient vu mon CV et qui m'avaient dit je savais pas qu'on interviewait un mec qui a pas fait d'école, tu vois. Et donc l'ambiance c'était ça. C'était à l'époque, si t'avais pas fait X ou Centrale, ou à la limite Centrale Lyon, ils te disaient va te faire foutre. Et donc je m'étais dit un peu ok. Donc eux ils sont ultra nombrilistes à l'extrême, tu vois. Vas-y, on va éclater ces gars-là et on va leur montrer ce que c'est que faire du business. Donc j'avais aussi ce besoin de revanche, tu vois. Et donc c'était assez cool. On les a éclatés en part de marché, tu vois. Genre sur maintenant, je peux pas donner les chiffres bien sûr, mais ouais, c'est en tout cas un player comme Goldman n'est pas du tout un challenger aujourd'hui, tu vois. C'est dans les top players, tu vois, dans le truc. Donc cette aventure a été ouf, tu vois. Et ça m'a fait, mettons que mes 2 ans d'analyste, ça a été du pricing. Mes 3 ans d'associate, ça a été des prises de marché et tout ça, et comprendre tout l'écosystème, débloquer des situations avec des clients qui avaient blacklisté Goldman depuis 10 ans. Parce que quand tu arrives, que tu es en France et que tu dis je suis Goldman Sachs, ton client il a vu un reportage sur Arte où on dit Goldman c'est le démon, donc tu te prends une porte dans la gueule. Et ça, c'est assez sympa, tu vois, tu pars de vraiment en négatif et tu dois créer la relation avec le client. Ça, c'était assez ouf, tu vois. Donc j'étais plutôt bon moi en commercial aussi parce que justement j'avais cette approche très honnête, très transparente, tu vois. Alors mes boss kiffaient pas forcément, mais moi j'étais ultra transparent avec le client, tu vois. J'arrivais, je posais la feuille, je disais ok, moi sur ces produits je gagne beaucoup de bif, toi c'est quoi les produits qui t'intéressent, ceux-là, ok, comment est-ce qu'on peut faire pour être tous contents? Et j'étais très transparent avec le mec. Et le mec, en échange, il me disait, OK, moi, chez moi, je t'explique, c'est Micheline qui peut pas te blairer, donc elle te met même pas dans l'appel d'offres, mais son appel d'offres, il est le jeudi. Donc, si t'envoies un mail, mine de rien, tous les jeudis matins avec, en répondant à ce prix-là, elle est obligée de te compter parce que, c'est la procédure de l'AMF, c'est si tu reçois un prix, t'es obligé de le prendre en compte pour avoir la best execution pour le client. Donc, voilà. Donc, en fait, j'avais une bonne stratégie, tu vois, et j'ai réussi à avoir des grosses success stories en interne et débloquer des comptes qui étaient bloqués depuis 10-15 ans et les amener à des très hauts niveaux. Et donc voilà, mes années d'associate, j'ai adoré. Et en fait, c'est au moment où je suis arrivé vice-président où je me suis un peu rendu compte de cette mascarade. Et après, juste pour être clair, ça, c'est que mon avis, tu vois. Je le dis pour les gens, il y a peut-être des gens qui adorent, il y a des gens qui trouvent d'autres trucs et tout ça. Moi, c'est vraiment ma perception, ça a été ça. Et je l'ai pas hyper bien vécu. Ça m'a fait faire un burn-out, comme je disais, et ça m'a fait tout remettre en question parce que ça faisait 10 ans, en fait, que je faisais ça entre l'école où je savais déjà que je voulais faire ça. J'avais vu le film Margin Call, et depuis le film Margin Call, je me suis dit, il faut que je fasse ça. Et voilà, et ça faisait 10 ans que je voulais faire ça. Et là, grosse remise en question, je me suis dit, en fait, je veux pas faire ça. Les gens autour de moi ne m'inspirent pas et je veux pas être ici, quoi. Et donc, tu as recherché directement, en fait, tu as cherché quoi? Parce que tu es parti sur League of Legends, c'était quoi? C'était pour le challenge intellectuel? Pour se prouver un truc là, je me suis dit, OK, la creator economy, donc cette économie de plateforme et tout qui se développe, je me suis dit, je pense vraiment que c'est le futur. Je pense vraiment que c'est le futur. C'est le secteur. Ouais, le secteur, okay. Je pense vraiment que ce secteur va changer le futur sur plein de domaines, tu vois. Et mes potes, encore une fois, mes potes qui ont réussi, tu vois, qui sont bons, qui ont fait Polytechnique et tout ça, qui sont en Silicon Valley, me disaient en Silicon Valley, tu dis le mot créateur économie, les gars deviennent fous. À cette époque-là, genre, tu vas voir un VC, tu dis créateur économie, ils sont en mode où est-ce que je chine, tu vois, genre. Et donc, je me suis dit, il y a un truc à faire. Et en fait, j'hésitais. À ce moment-là, tu vois, je parlais à des boîtes comme Jelly Smack, je sais pas si tu connais, qui aident les créateurs de contenu à se développer. Je parlais à Amazon, je parlais à Google et tout. Et après, je me suis dit, bon, est-ce que je vais dans la créateur économie en mode je suis juste un vendeur d'espace publicitaire et je prends encore une fois pas de risque dans ma vie, tu vois, ou est-ce que je prends un peu de risque
et je me lance dans la créateur économie en tant que créateur de contenu directement. Tu vois. Et je me suis dit, je vais apprendre beaucoup plus en étant créateur de contenu. Et la réalité, c'est que, en fait, c'était pas un risque énorme. Tu vois. Genre, j'avais déjà beaucoup d'argent de côté. Et demain, tu vois, si je voulais retrouver un job dans la banque ou dans une grosse boîte de tech, je le retrouvais direct. Tu vois. Donc, je trouve aussi qu'on se met énormément de trucs dans la tête en mode ouais, putain, mais t'es un malade, tu te rends compte, tu quittes un salaire à plus de 300K, t'étais vice-président, t'aurais pu être. Non, en fait, c'est là, tu vois, ça qui est marrant, c'est que depuis que je me suis barré, rétrospectivement 2 ans après, mon réseau, il a fait x10, tu vois, de tout ce que j'avais fait en 7 ans chez Goldman, mon réseau a vraiment fait x10, tu vois. Là, je parle à des gars à qui j'aurais jamais pu parler si j'avais pas fait ce truc de création de contenu et tout ça. Et je suis persuadé, alors j'ai pas essayé de me mettre sur le marché de l'emploi, mais je suis persuadé que j'aurais aucun mal à retrouver un job sur le marché de l'emploi, tu vois. Que ça soit dans la banque, peut-être dans la banque, maintenant, 2 ans après, je suis un peu rouillé, mais dans la créateur économie, tu vois, maintenant, j'ai une compréhension hyper fine, beaucoup plus fine des algorithmes que ce que j'aurais eu si j'avais été genre vendeur d'un espace publicitaire et tout ça, tu vois. Donc en vrai, ma prise de risque a été pas énorme, en fait, finalement, tu vois. Mais je pense que c'est ce qui a bien fonctionné sur Internet aussi. Enfin, ton contenu, la raison pour laquelle il a trouvé son audience, c'est parce que moi, je trouve ça très surprenant, en fait, d'avoir une reconversion depuis la banque vers la créateur économie. T'as quand même créatif dedans. J'ai pas l'impression que par rapport à tout ce que tu viens de décrire, il y ait quoi que ce soit qui travaille ta créativité, en fait, dans une banque. Ouais, non, c'est clair. Enfin, oui et non, parce que tu pouvais créer des produits dérivés. Donc ça, c'était assez fun, en mode, OK, t'as un client qui te dit, bah, je veux vendre de la corrélation et acheter des taux d'intérêt. Donc tu te dis, OK, comment je me mets short, ça veut dire avoir une dérivée négative sur la corrélation et long taux d'intérêt. Et tu vas créer un produit comme ça, tu vois, qui va jouer ces 2 dynamiques ou 5 facteurs et ça. Donc tu as un peu de créativité. Je dirais pas que tu as 0, mais c'est vrai que c'est assez faible. Vu qu'il faut bien mettre en CC les gars dans le bon ordre et tout ça, tu vois, là-dessus, t'as pas de créativité possible, tu vois, par exemple. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu de ça qui m'a poussé. Puis c'était aussi j'avais envie de faire un truc qui me ressemblait, tu vois, un truc qui soit vraiment moi. Mais en vrai, Goldman, moi, j'y suis allé parce que ça me faisait kiffer, tu vois. La banque, la salle de marché, j'y suis vraiment allé. Personne dans ma promo faisait ça, tu vois. Genre, on n'était que 15 dans le master en finance de marché. On pourrait en parler sur l'école, mais c'était pas du tout un truc mis en avant. Être ingénieur, encore moins, tu vois. À la BNP, j'étais le seul structureur, même en stage, à venir d'une école de commerce à cette époque-là. Tu vois, donc, ouais, j'ai toujours un peu suivi mon truc aussi, tu vois. Donc c'était pas non plus complètement différent. En gros, le moment où je quitte Goldman pour aller me mettre sur League of Legends, c'est juste l'étape d'après dans je fais mon kiff et je m'en fous de ce que les gens pensent, tu vois. Mais c'était pas un changement radical par rapport à la manière dont je fonctionnais depuis le début, tu vois, je dirais. C'est vrai que c'est très différent parce que moi, en fait, je pense que les points de référence que j'ai dans mes potes de promo, ceux à qui je pense quand je pense à banque, tu vois, je vois ça comme un marketeur, le monolithe banque finance, tu vois. Ouais. Tout est dans le même panier, donc t'as M&A, le marché, tout le bordel, tout est pareil. En fait, toi, c'est pas du tout. En fait, non, moi, le M&A, l'enfer, jamais j'aurais fait ça. ça. T'es le saltimbanque des financiers. Enfin, du moins dans ta promo, t'étais pas enfin, t'as pas été moutonnier comme ont pu être des gens qui ont choisi conseiller en strat parce qu'il fallait faire conseiller en strat. Ouais. Ouais, complètement. Surtout qu'au moment où j'arrivais sur le marché du travail, c'était post la crise de la dette souveraine qu'il y a eu en 2011. Moi, quand j'arrive en 2015, les embauches étaient encore frises, tu vois, les banques françaises n'embauchaient pas, etc. Et on te disait, mec, mais la salle de marché n'embauche plus, oublie, tu vois, genre, surtout, en plus, t'es pas ingénieur et ça va être compliqué pour toi. Donc, non, ouais, si tu faisais de la banque, tu faisais effectivement du M&A ou du conseil en strat un peu plus loin, tu vois, mais pas trop de la salle de marché à cette époque-là, tu vois. Donc ouais, non, moi, c'était vraiment, j'ai suivi mon truc en me disant, c'est cool, ça m'intéresse, tu vois. Okay. Et alors, du coup, tu parlais de la transition vers League of Legends, tu disais que c'était une façon de suivre ton intérêt personnel, mais tu avais déjà joué à LoL avant Ouais, je jouais un peu, et c'est ce que je raconte dans l'interview avec Skyheart, c'est que j'étais fasciné par la complexité du jeu, tu vois. Et à quel point mes potes et moi, tu vois, qui ont des métiers qui sont bien considérés par la société et qui sont, tu vois, dans les tops de leur promo en vétérinaire, tu vois. Les gens le savent pas. Enfin, mon meilleur pote, Georges, est vétérinaire. Vétérinaire, c'est plus dur que médecine, tu vois. Pour avoir le truc de vétérinaire, être prêt à Maison Alfort, faut être devant agro, enfin, faut être dans les tout meilleurs au concours à la prépa, dans la prépa BCPST, tu vois. Donc, c'est vraiment des monstres, les gars, tu vois. Et tous mes potes et moi, on était nuls sur le jeu, tu vois. Je me suis dit, mais c'est quand même ouf qu'un truc dont la société chie autant dessus, tu vois, les jeux vidéo, ça soit aussi complexe, tu vois. Et je me suis dit, attends, mais vas-y, on va se poser, on va s'intéresser au truc, tu vois. Et en plus, malgré le fait que je me sois dit ça, au moment où je me pose sur League of Legends, je me dis, bon, je suis quand même monstrueux en maths, le jeu, c'est des maths, je vais déboîter le jeu, tu vois. Et j'ai passé 10 mois à être ce qu'on appelle hard stock, c'est-à-dire être bloqué au niveau platine, donc top 15% des joueurs, et j'arrivais pas à aller au-dessus, tu vois. Et en fait, pour 2 raisons, c'est que, le jeu, il y a plein de trucs qui s'expliquent pas par des maths. C'est-à-dire que tu as une partie qui s'explique effectivement par des mathématiques. J'en parle un peu dans des vidéos. Bon, bref, c'est des espérances conditionnelles qui sont conditionnelles par rapport à l'information que tu as à un instant T et que tu dois réévaluer cette prise de décision tous les 3-4 secondes par rapport à la nouvelle information que tu as, tu vois, et calculer les probas et les gains associés comme ça tout le temps.
Et t'as d'autres trucs un peu sur le scaling des items, un peu logarithmique, tout ça. Mais t'as plein de trucs qui ne se mesurent pas par des mathématiques, tu vois. Bah, t'as de l'adresse déjà, tu vois, comme dans un sport, tu vois, genre, tu joues au foot, bah, ton coach, il va te dire 95% du temps au foot, tu fais quoi? Tu fais un contrôle et une passe. Ouais. Donc, tant que tu sais pas faire contrôle-passe, genre la passe bien appuyée au sol comme ça et le bon contrôle où la balle, elle part pas, tu vois, tu fais rien d'autre, tu vois. Et après, tu passes au contrôle orienté. Et après, tu vois, on va commencer à voir les appels de balles en profondeur, tout ça, tu vois. Mais au début, bah, sur League of Legends, c'est pareil, tu vois, genre, tant que tu sais pas bien farmer les 59 premiers CS, voilà, tu passes pas après, tu vois. T'as le bluff, t'as le mental, t'as l'esprit d'équipe et les synergies, tu vois, d'un teamfight. Enfin, et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs qui étaient pas mathématiques. Et deuxième chose, je me suis dit, mais en fait, réfléchis, le jeu, il a 15 ans. Il y a 125 millions de joueurs dans le monde. Entre 125 et 185 millions, on n'a pas trop les chiffres à cause de la Chine, c'est un peu flou. Et je me suis dit, tu peux pas arriver, toi, et dépasser 15 ans de science accumulée de 125 millions de joueurs qui jouent des heures et des heures par jour, tu vois. C'est impossible de toi, tout seul dans ta grotte, les dépasser, quoi. En gros, ça serait du même raisonnement que si des aliens arrivent sur la planète Terre et se disent, OK, foutez-nous dans une grotte, on ressort dans 2 mois et on va vous éclater au basketball, tu vois, par exemple. Bah, tu peux pas, tu vois. C'est-à-dire que nous, on a accumulé de la science et tout ça, plein de stratégies, tout ça. Donc là, je me suis dit, OK, il faut que je prenne un coach. Et donc, j'ai trouvé un mec qui s'appelait Kazewa et qui faisait des coachings. Et lui, il voulait montrer que n'importe qui pouvait y arriver. Il se faisait tracher sur les réseaux, tu vois. Et donc, moi, je lui ai dit, je suis le cobaye parfait parce que je suis vraiment nul mécaniquement, tu vois. Et donc, tu pourras montrer, si t'arrives moi à me faire passer master, donc top 0,5, tu pourras montrer que n'importe qui peut y arriver, tu vois. Donc, il a accepté de me coacher gratos en se disant que ça allait lui faire une pub de ouf. Et ça lui a effectivement fait une pub de ouf, tu vois, depuis qu'il a... Enfin, son chiffre d'affaires a explosé depuis que je suis passé master sur LoL, quoi. Donc, c'était win-win. Et t'as déjà joué au poker? Non, mais il faudrait que je mette là, justement, Skyhard que j'ai interviewé, il est très chaud au poker. Là, il fait la télé-réalité Poker Society, là. Et j'ai regardé un peu et j'avoue que ça m'a chauffé pour jouer un peu, quoi. Non, parce qu'en fait, quand tu décris ce que tu décris du jeu League of Legends, alors auquel j'ai très peu joué, moi, Ouais. j'ai l'impression que tu parles de poker, en fait, vraiment. Ouais, le truc d'expérience conditionnelle qui change à chaque carte. Toute la partie mathématique ça, ouais. et à la partie où tu peux quand même te faire enculer parce que tu t'es fait bluffer. Et vraiment la partie, tu sais que les gens quand ils voient le poker, ils disent c'est un truc de bluff et tout. Alors en fait, non, c'est le top 0,01% qui se rajoute sur un jeu très, très mathématique. Ouais, c'est ça. C'est à chaque nouvelle carte, faire payer, enfin comprendre quelle est ta proba de gain, faire payer cette proba aux autres comme ça pour qu'ils aient le droit de voir la carte d'après, et ainsi de suite. Exactement. Et t'as ce truc-là, ouais. T'as ce truc-là, t'as le bluff, effectivement. T'as pas les mécaniques parce que t'as pas la manière dont tu vas jouer ta carte et tout ça, quoi. Donc t'as ça en moins. Mais ouais, je pense que ça m'intéresserait de ouf, le poker. Ouais. Faut que je mette. C'est marrant parce que c'est une autre similarité que j'avais pas vue du coup en préparant cet épisode. Mais moi j'ai quitté mon stage en Australie où je devais bosser en marketing pour justement faire genre semi-pro de poker. Ok. Et précisément pour ce que tu décris, tu vois, pour le challenge un peu. Mais moi j'y suis allé vraiment juste parce que le challenge intellectuel m'a plu. Ouais. Et c'est marrant parce que du coup après je suis quand même parce que là aujourd'hui tu joues. Toi, pourquoi t'as pas vrillé comme moi du coup? Pourquoi t'as pas continué sur le moi, poker? c'était le mode de vie en fait d'être solitaire. Ouais, c'est dur. Le mode de vie du joueur de poker, bah, je pense que c'est exactement la même vie qu'un joueur de League of Legends. Faut être prêt. Si tu joues pas en équipe, en tout cas, t'es vraiment solo. Ouais. Poker, c'est pas du tout un jeu qui se partage en équipe, à moins que tu sois vraiment très fort et dans les grosses teams. Mais est-ce que toi aujourd'hui, t'as quel rythme de jeu sur LoL? Maintenant, je joue plus du tout. En fait, j'ai fait une overdose du truc. Enfin, à 31 ans, j'ai fait 3 mois, 12 heures par jour, 6 jours sur 7. Ça t'a flingué le plaisir? Quoi? Ça t'a flingué le plaisir? En fait, tu vois, les gens respectent pas les joueurs pros sur LoL et tout ça, enfin, dans les jeux vidéo, alors que statistiquement, c'est plus dur que quasiment n'importe quelle autre discipline, tu vois. Parce que les gens aiment bien jouer. Donc, tu vois, c'est comme le foot. Donc, les gens aiment bien, c'est un plaisir. Donc, en fait, si tu veux arriver à un niveau pro, il faut te buter sur le truc, tu vois. Et en fait, ouais, j'ai entrevu ce que c'était que la vie d'un pro ou d'un semi-pro, tu vois, avec mes 12 heures par jour, 6 jours sur 7 pendant 3 mois. Ouais, ça me fait transpirer. Maintenant, quand je vois un joueur pro, je sais ce qu'il vit, le mec, au quotidien, tu vois. Je sais le gars qui répète ses mécaniques et tout ça, qui a pas le droit de prendre une goutte d'alcool. Il y a pas un pote qui te dit, allez, mec, ce soir, on lâche, on y va, et tout ça, ou le week-end, c'est, tu te retournes la tête ou quoi. Non, c'est pendant 3 mois, rien de tout ça, tu vois. Et c'était très dur. Très, très dur. Ouais, en vrai, c'est l'expérience la plus dure de ma vie, tu vois. Alors, c'est peut-être corrélé au fait que j'avais 31 ans et tu vois, peut-être que à 20 ans en prépa, t'es plus à même d'accepter un truc comme ça. Mais c'était, ouais, en relatif par rapport au fait que j'avais 31 ans, mais du coup, dans la manière dont je l'ai vécu, ça a été l'expérience la plus dure de ma vie, ouais. Professionnellement. D'accord, parce que, ouais, en fait, moi, j'ai fait une overdose de poker aussi. Ouais, ok. Mais de solitude plutôt, moi. C'était vraiment où je me suis dit, c'était un peu un move de rébellion. Je me dis, vas-y, je vais devenir fort dans ce truc-là. Là, ça a l'air la seule partie mathématique un peu des casinos. Et après, le truc m'a rapidement saoulé. Je me suis dit, je peux pas faire ça du tout toute ma vie. Et j'ai lâché du jour au lendemain. Ok.
pour partir dans des trucs un peu plus classiques et un peu plus structurés. Ok. Je comprends de ouf. Encore une similitude. Alors, parce que là, il faut que je revienne. En fait, je voulais dérouler un petit peu une trame sur est-ce que le profil de la personne qui réussit bien dans ces environnements que toi, tu as quittés, il peut s'identifier dès l'école de commerce, tu vois. Est-ce que tu as remarqué des choses communes sur les genres de personnes qui réussissent en banque qui vont poursuivre les carrières que toi, tu as poursuivies? Mais en fait, voilà, c'est ce que je dis, c'est que ceux qui vont réussir, c'est juste ceux qui vont rester et accepter, tu vois, de ravaler des couleuvres again and again, tu vois. Si t'as pas vraiment de projet ou tu vois, d'épanouissement dans ton boulot, c'est aussi des gens qui ont une définition de l'épanouissement qui est peut-être plus saine que la mienne, tu vois. C'est-à-dire qu'eux, ils considèrent que le boulot, c'est fait pour cash in et pour se payer des kiffs à côté, se faire, tu vois, ils valorisent énormément le fait de se faire leur maxi hôtel à Ibiza et après, tu vois, sur les 4 semaines de vacances qu'ils ont eu dans l'année, ils sont trop contents après quand ils rentrent de leurs vacances de te montrer les photos. Tu vois, je sais que j'avais un de mes collègues qui me disait, regarde, dans ma salle de bain, en marbre, là, on pouvait bouffer des sushis par terre. Je lui dis, mais on s'en fout. Enfin, tu bouffes des sushis par terre dans le truc. Il me dit, ouais, non, mais regarde, c'est magnifique quand même. Et ça le rendait trop heureux, le mec, tu vois, de se faire un hôtel où quand il claque des doigts, il a un mojito qui arrive. Moi, je ne valorise pas du tout ce truc-là, tu vois. Donc, c'est aussi, en fait, c'est énormément de sacrifices. Et donc, pour de la richesse matérielle. Et donc, je pense qu'il faut valoriser. C'est vrai que c'est des gens qui valorisaient, encore une fois, beaucoup la richesse matérielle, tu vois. Mais si tu es prêt à le faire, c'est ça le truc, c'est que tu n'as pas vraiment de profil, tu vois. C'est juste quelqu'un qui est prêt à faire tous ces sacrifices, tu vois, et accepter tous ces trucs-là, tu vois. Voilà, pour ça. Ok. En fait, toi, tu as une expérience de l'école de commerce qui est quand même pas commune à l'étudiant classique. Je veux dire, t'es pas tellement rentré dans le... Je suis pas trop rentré dans le délire. Dans le sketch. Et en fait, moi, je m'attendais vraiment à ce que ce soit un peu l'effet de groupe qui soit fait aller en finance comme il a touché tant de mes amis. Ouais. C'est pas du tout le cas. Bah, je suis pas trop un gars du groupe, moi. Bah ouais, c'est l'inverse. J'étais pas le mec hyper rentré, tu vois. Enfin, je l'ai déjà un tout petit peu expliqué, mais en gros, moi, quand j'étais petit, en gros, quand j'avais 6 ans, j'avais mon audition réduite de 80%. J'ai failli devenir autiste et tout ça. Et je pense que ça m'a vraiment façonné mon caractère d'être un gars à moitié autiste, un peu rêveur, toujours un peu dans mon monde, pas forcément bien intégré, tout ça, tu vois. Donc j'ai toujours gardé ce côté un peu autiste, ouais. Ok. Et voilà, en école, je n'étais pas particulièrement bien intégré, ouais. Ouais, t'as pas pris part au... Enfin, est-ce que tu peux nous raconter comment c'est passé quand t'es arrivé à l'ESCP, comment t'as... Mais en fait, ce qui se passait déjà, c'est que j'avais une envie forte de gaming, tu vois. Donc, déjà ouais. Quand je jouais à cette époque-là un peu à un jeu qui s'appelait Guild Wars, tu vois, qui est un peu comme World of Warcraft. Et en prépa, il y avait la nouvelle extension qui s'appelait Guild Wars Eye of the North qui était sortie, Gwen. Et en prépa, je me mettais des petites doses, tu vois, en mode, je sais pas, pendant les vacances de la Toussaint, pendant 4 jours, je vais faire que jouer comme un no-life. Et après, je m'arrête et je me dis, bon, allez, on se remet dans la prépa et tout ça. Et je m'étais dit, le jour où j'arrive en école, c'est sûr, je vais me faire des kiffs en mode no-life et tout ça, retrouver la guilde, l'alliance. Donc, il y avait cette petite part quand même de moi. Cela dit, en école, j'ai adoré le foot, tu vois. Donc, je me suis mis quand même assez vénère au foot. Et voilà, comme dans la plupart des domaines, bah, quand je m'y mets, après, j'avais un peu joué, mais j'étais pas très bon. Et j'avais cette volonté de tryhard et de ça, de monter en équipe 1, ce que j'ai fait, tu vois, à partir de mars, je me souviens, j'étais hyper content de monter dans l'équipe 1 et tout. Et donc, j'ai bien kiffé la vibe foot, tu vois. Donc, on a fait des tournois à Barcelone, à l'ESAD, je sais pas si tu connais. Ouais. Tu vois, trop bien les tournois. À chaque fois, c'était le même sketch. C'est que on arrivait, genre le tournoi commençait un jeudi matin. Nous, on arrivait le mercredi soir. On allait en boîte jusqu'à 7h du mat. On rentrait de boîte, on mettait nos protèges tibia, on allait au truc. Notre équipe 1, 2, 3, 4 se faisait toutes disqualifier. Et après, pendant 4 jours, on était à Barcelone. Genre, à chaque fois, c'était le même sketch. Et à chaque fois, quand l'année d'après, on disait, bon, les gars, cette année, juste le premier soir, on fait pas la fête. Et puis, on craquait. Et puis, ça devenait n'importe quoi. Et surtout, les gars, c'était des sports-études, mais enfin, on prenait des 15 ans. Tu vois, mais j'ai fait des combats de basket, à l'ESAD aussi. Okay. Tu te faisais péter. Moi, je tombais contre des Golgoth et tout. Et c'est pas le même rapport au sport du tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu te fais détendre. Et donc, voilà, on a fait ça. On a fait un tournoi de foot à Milan, très, très cool aussi. Donc, ouais, sur le foot, j'étais assez investi pour le coup. Et tu vois, et je m'entendais bien avec l'équipe, tout ça. Et à côté aussi, l'autre truc qui me prenait beaucoup de temps, c'est que j'étais prof de maths dans un truc qui s'appelait Optimal Prépa, qui appartient au groupe IPSup. Donc, au début, déjà, c'était énormément. Donc, c'est-à-dire, pendant les vacances d'été de la prépa à l'école, déjà, fallait taffer de ouf parce que tu avais une sélection en mode Koh-Lanta où tu faisais, tu vois, tous les week-ends, pendant 4 week-ends de suite, tu avais le samedi. Tu fais plein d'exos, de trucs avec des profs, des machins. Et à la fin de la journée, ils font, bon, continueront l'aventure, un tel. Tu vois, t'as une session Koh-Lanta comme ça sur 8 jours, 4 week-ends, 2 jours, tu vois.
Et donc ça, c'était beaucoup de taf. Et après, quand j'étais prof, bah, c'était énormément de taf parce que t'es face à des prépas, 15 élèves en face de toi. Les gars d'Optimal, je me rappelle, voulaient pas qu'on ait les corrigés. Donc, t'avais que le droit d'avoir l'énoncé. Donc, en fait, t'avais l'énoncé et tu faisais ton problème comme ça. Et tu devais toi-même connaître la solution. Je me rappelle de cours que j'ai fait en lendemain de soirée où je suis complètement perdu dans le truc. Tu vois, je trouvais pas la solution. Donc, je vais aux toilettes. Discrètement, je prends les polis des corrigés. Même aux toilettes, comme ça, bourré, j'arrivais pas à comprendre. En lisant le corrigé, je le comprenais pas comment il passait de telle ligne à telle ligne. Et là, je finis par comprendre, tu vois. Je reviens. Je me souviens, j'ai mis ça sur le dos d'un élève. Tu vois, j'arrive, je fais, bah non, Kevin, tu vois bien que c'est pas une récurrence qu'il faut faire ici. Enfin, j'efface et je refais le truc, quoi. Mais tout ça pour te dire que c'était challengeant, quoi. Genre, tu pouvais pas, si t'arrivais bourré en cours, c'était très dur, quoi. Enfin, bourré, en lendemain de soirée, tu vois. Voilà. Donc, ouais, prof de maths, jeu game et le foot. Et je faisais quand même des petites soirées, tu vois. Ça me faisait marrer de faire des soirées, mais j'étais clairement pas le gars à rentrer, quoi. J'étais dans aucune asso, je croyais que j'allais faire mon chemin à moi tout seul et pas trop, en fait. Ouais, le foot, ça comptait pas comme une asso Non, ça comptait pas comme une asso. Okay. Mais ouais, t'avais un petit pull blanc qui pouvait faire. Il n'y avait pas de valeur sociale particulière. Si, un petit peu, mais justement, j'aimais pas trop ce délire du pull, de t'as ton pull et du coup t'es cool, donc je le mettais pas trop, tu vois. Voilà. Ah, parce que nous, à HEC, le foot était stylé. Quoi ? Le foot, c'était stylé. Ah, le foot, c'était stylé. Ouais, le foot, c'était... Nous, c'était bien, mais en vrai, non, c'était pas très stylé. C'était ok, quoi. C'était cool. C'était quoi qui était stylé C'était le rugby. C'était au rugby, t'as de grandes chances d'être au quater, le truc qui tient le bar et tout ça, et c'est ça qui était cool. Donc, tu gardes quel souvenir en fait de ton expérience en école de commerce ? C'est un truc quand même que t'as apprécié ? J'ai apprécié du coup pas mal les échanges et les moments où j'étais pas du coup sur le campus, parce qu'il y avait moins cette ambiance-là. Ouais. Donc quand j'étais à Londres, j'ai fait mon deuxième semestre de deuxième année à Londres, et là c'était la folie. J'étais à Camden, petite maison à Camden, colloque de 3 personnes et tout, et on a fait la fête de ouf, tu vois. Et j'ai beaucoup aimé. C'est aussi là que je découvre ce que c'est que la finance de marché, parce que j'ai mon coloc qui est centralien, du coup ingénieur, et qui eux, on leur montrait ces métiers-là, nous on le montrait pas du tout. Donc c'est toute une découverte pour moi, et j'ai adoré Londres, la découverte de finance de marché, et je gamais aussi beaucoup à ce moment-là. Et ensuite, au premier semestre de ma 3e année, j'ai été vers Chicago, dans l'Illinois, à UIUC, University of Illinois at Urbana-Champaign. Et là, c'était assez ouf aussi, ouais. Genre, en fait, je me suis fait passer pour pour rentrer dans les fraternités et tout. Si t'es un international, t'es pas intégré. Et donc moi, j'avais fait comme toi, je fais beaucoup plus jeune que moi, tu vois, que mon âge. J'avais fait croire que j'étais un freshman. Donc j'étais en première année, que j'avais 17 ans. Alors qu'en vérité, j'en avais 23 à ce moment-là. Et donc du coup, j'avais passé les rushs et tout pour rentrer dans les fraternités et tout ça. Donc je m'étais bien marié. Ouais. T'étais resté combien de temps ? J'étais resté 5 mois. Ok. Parce que nous, tu pouvais pas. J'ai fait USC, moi, à Los Angeles. Ouais. Et j'ai le même problème que toi, pour pas rentrer dans les frats. Mais je savais même pas que tu pouvais. Putain, c'est smart. Et t'as réussi ? Pas en théorie. Non, je me suis fait dégager au bout d'un moment, mais du coup, j'avais fait. Enfin, tu vois, j'étais dans des soirées de fraternité. J'étais au barn dance, là, les trucs où tu vas dans un comment ça s'appelle ? Une grange, là. Ouais, une grange où tu fais faire une teuf. Je fais des soirées avec des meufs de sorority et tout ça. Enfin, c'était un bon délire, quoi. Genre, j'ai connu un peu l'expérience, tu vois. Et puis je m'étais mis en coloc avec une américaine aussi locale, tu vois, pour être mieux intégré dans le truc, et peut-être moins avec les étudiants internationaux, mais plus là-dedans, quoi. Ok. Au global, tu tires quel constat de l'école de commerce ? Enfin, genre, quel C'est dur, hein, mais dans les cours, je pense qu'il n'y a pas un truc qui m'a servi, tu vois. Peut-être à la limite, les cours de macroéconomie qui étaient pas mal, tu vois, les dilemmes des prisonniers, théorie de John Nash, tout ça. Ouais. Ça, je pense peut-être un cours utile. Et peut-être un cours aussi un peu sombre en mode psychologie et management, tu vois, qu'on appelait Pipo et management, où il y a des vrais trucs, tu vois. Il y a des vrais concepts. Je me rappelle, le gars, il nous disait, est-ce que vous préférez être payé 60K là où tout le monde est payé 50, ou est-ce que vous préférez être payé 80 là où tout le monde est payé 100 ? Donc on lui dit tous 80 là où tout le monde est payé 100. Il dit, vous allez voir en entreprise, vous allez tous répondre l'inverse, tu vois. Et c'était un vrai truc que j'ai observé après, tu vois. Et mais sinon, globalement, il n'y a pas grand-chose qui m'a servi. Et le truc qui était dur, c'est que, tu vois, moi, à l'époque, pour faire de la finance de marché, il fallait absolument faire ton stage en année de césure. Et à ce moment-là, j'avais eu aucun cours de finance de marché. Et donc, le moment où j'ai eu enfin des électifs de finance de marché, c'était 2e semestre de 2e année. Et donc, ça servait à rien, tu vois, c'était trop tard, tu vois. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai été pris chez Goldman, c'est parce que j'avais été structureur à la BNP, tu vois. C'est pas parce que j'avais fait le SCP, tu vois. Et la raison pour laquelle j'ai été pris à la BNP, c'est pas parce que j'ai fait le SCP, c'est parce que c'était des entretiens qui étaient désignés aux ingénieurs et je me suis incrusté dans les entretiens, tu vois. Alors oui, je pense qu'au moment où le truc était validé, les opérationnels m'ont dit c'est bon, et les RH faisaient les paplards. Si j'avais pas eu un diplôme, ça aurait été compliqué, tu vois. Mais au-delà de ça, ça m'a pas beaucoup servi, tu vois. Ouais. Tu trouves que ça sert à quoi une école de commerce ? Maintenant que je commence à utiliser mon réseau pour activer pas mal de trucs et tout ça, c'est vrai que
Ouais, je sais pas, je veux qu'il y ait un mec de chez Bain ou du BCG qui passe sur mon interview. Bah, je pourrais en trouver un assez facilement dans le réseau et tout. Donc, ouais, il y a du réseau. C'est vrai qu'il y a du réseau. C'est un vrai truc. Bref, moi, je suis assez engagé contre l'ascenseur social qui marche pas en France, tu vois, qu'il n'y a pas trop de méritocratie. T'as plein de chiffres qui le montrent. Donc, les gens qui sont dans des bonnes écoles, bah, il y a de bonnes chances qu'ils fassent un gros truc derrière, tu vois, et que ça soit des gens qui aient des gros postes derrière. Donc, c'est un réseau qui a de la valeur, quoi, qui vont faire des gros trucs, quoi, a priori. Donc réseau number one. Ouais, réseau. Enfin, number one et only one. Only one. Je dirais. Ouais. Moi, j'en avais un autre. C'était, je trouve qu'il y a quand même un genre d'exposition à l'ambition qui est quand même assez louable quand tu sors, quand tu as l'occasion de travailler avec des gens qui sont pas passés par des écoles de commerce, enfin des grosses écoles de commerce. Où je trouve que parfois ça te donne un peu des modèles de dire putain, ce mec-là, il est comme moi, il a eu un truc stylé. T'as des gens pour lesquels faire une carrière en finance, c'est même pas ça n'existe pas en fait, c'est pas possible. Bah, exactement le même truc que t'as eu avec ton pote de Centrale. T'as vu que c'était possible grâce à lui, parce que ça t'a permis de le côtoyer. Et du coup, tu dis ah putain, je peux aller choper le truc. Non, mais exactement. C'est vrai que pour compléter ma réponse, mais ça c'est un truc beaucoup où les gens privilégiés s'en rendent pas compte, c'est que souvent on te dit ouais, quand t'es privilégié, bah du coup t'as papa et maman qui te pistonnent. Alors en fait c'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus puissant que ça. C'est que quand t'es privilégié, bah en permanence dans ta vie t'as l'info, t'es exposé à des trucs, tu découvres que les trucs existent avant tout le monde et tout ça. Et c'est vrai que t'as raison. Ça, ouais, c'est un très bon ajout. Effectivement, ça. Alors, moi, j'avais la chance de venir d'un milieu hyper privilégié, donc je l'ai toujours eu, on va dire. Tu vois, je l'avais dès le lycée, j'avais ça, tu vois, d'être avec des gens qui ont énormément d'ambition, qui veulent faire des trucs et qui me tiennent au courant de ce qui va se passer et tout ça. Et c'est vrai que le SCP, en fait, bah, ça a été dans la continuité de ça parce que j'avais déjà, moi, ce privilège d'avant, quoi. Ok. Et c'est marrant, parce que moi, du coup, c'est vraiment venu, c'est à HEC que je l'ai découvert, ce truc-là. Et en fait, je me suis même pas rendu compte à HEC, je me suis rendu compte en sortant de HEC. Ouais. Et ouais, c'est ça. Et puis même parce que là, tu dis, tu vois, les gens qui ont découvert la finance et ça, mais tu as même l'étape d'au-dessus. Tu vois, moi, aujourd'hui, je vois que là, mes associés, tu vois, bah, c'est des gens qui, justement, ont été beaucoup plus ambitieux que moi, ont monté des boîtes, ont déjà un patrimoine beaucoup plus développé que le mien, et ont appris beaucoup plus de choses que moi, qui étaient en banque, qui savaient envoyer des mails, tu vois, pendant les 8 ans, tu vois. Et j'ai tellement de trucs à rattraper sur eux, sur mes associés, d'un point de vue business, que je me dis, putain, mais heureusement que j'ai pas passé non plus trop de temps en banque, parce que oui, tu as le salaire, le machin, mais en fait, le seul truc sur lequel on devrait se concentrer, c'est la courbe de moi, mes skills, à quel point ils évoluent, tu vois. Et c'est vrai que les 2-3 premières années, ils se sont bien développés, mais après, entre l'année 3 et l'année 8 en banque, il s'est pas passé grand-chose, tu vois. Et pendant que là, mes associés qui étaient en start-up, ils apprenaient des tonnes de trucs tous les jours, tu vois. Donc, ouais. Là-dessus, je suis vraiment content de l'avoir quitté et de me rechallenger et de faire un truc nouveau. j'ai le sentiment que t'es un mec de tunnel. C'est genre où tu tapes des déterres. Et donc, je me demande typiquement, là, ta dernière déterre, c'est la créateur économie, c'est le fait de faire métier de rêve. Tu penses que ça va s'arrêter un moment? Ouais, j'aime bien me lancer dans des cycles, mais ça dure longtemps. Tu vois, mon cycle finance, il a duré 10 ans quand même. Le cycle créateur économie, alors c'est vrai que je suis sorti de League of Legends, mais je reste sur la créateur économie. Et certainement, ouais, je pense que. Moi, il y a un film qui m'a beaucoup marqué qui s'appelle le film Soul de Pixar. Je sais pas si tu l'as vu, où c'est un peu sur comment trouver ta voie dans la vie. Et en gros, le film t'explique que, bah, déjà de te dire je trouve ma voie, c'est débile. C'est-à-dire que t'as plein de voies qui vont évoluer en fonction de ton âge et tout ça. Tu vois, donc je crois pas mal à ça, ouais. Tu vois, genre. Il y a des trucs qui répondent à un besoin de ma personnalité ou du cheminement où j'en suis à un instant T, et j'y vais à fond dessus, et après, c'est un truc différent et tout ça, tu vois. Et t'as l'impression quand même que t'as réussi à identifier des trucs qui étaient communs entre toutes les choses que t'as kiffé? Bah, j'ai un goût pour la logique et les trucs un peu mathématiques qui est prononcé, tu vois, qui avait quand j'étais prof de maths et que j'avais, parce que j'avais plus ce challenge intellectuel en école, qui a eu quand j'ai voulu créer les produits dérivés, qui a eu sur la partie business ensuite chez Goldman, qui a eu sur League of Legends, et qui a aujourd'hui sur la créateur économie, de comprendre les algorithmes, comment développer une chaîne et tout ça. Tu vois, ça satisfait aujourd'hui ton besoin de logique, la partie algorithmique, enfin, parce qu'elle est quand vrai, même assez ouais. simple. C'est vrai? Franchement, l'algo, tu vois, quand tu commences à vraiment regarder l'algo de YouTube ou des plateformes et te dire, OK, comment je débloque mon truc, tu vois, c'est assez intéressant, tu vois, en vrai. Il y a des choses là-dessus, tu vois. Alors, et aussi, enfin, ça, c'est la partie vraiment mathématique, mais il y a aussi le côté créateur économie où on est au tout début du truc, tu vois. Donc, il faut essayer de comprendre, enfin, qu'est-ce que ça va changer, qu'est-ce que ça va impacter, tu vois, dans la créateur économie dans les prochaines années, tu vois. Et ça m'excite pas mal, tu vois. T'as déjà un peu réfléchi? J'ai vu que t'as fait un post il y a pas longtemps sur le fait que les acteurs aussi venaient faire la promo de leurs films maintenant sur YouTube. Et pourquoi quand tu parles de ces tendances-là qui arrivent, tu t'es déjà posé la question de... Bah pour moi, le gros truc différent de la créateur économie, c'est l'engagement de la communauté, tu vois, qu'il n'y a pas sur un TF1. Tu vois, le seul engagement, c'est
c'est Denis Brognard ou Nico Sayagas qui va dire votez 1 pour Julien et 2 pour Magali, tu vois, et c'est tout, tu vois. Ou si vous voulez gagner 3 000 € par mois, tu vois. Mais il n'y a pas vraiment d'engagement. Là, sur la créateur économie, ce qui est intéressant, c'est tu discutes avec ta communauté, tu vois, t'échanges, ils mettent leurs commentaires, leurs avis à chaque fois. Ils sont hyper engagés. Et ça change tout. Et les annonceurs sont en train de le comprendre. Et aujourd'hui, je pense que, je sais pas, t'as peut-être 5% des annonceurs qui passent par la créateur économie. Donc, il y a vraiment le plus gros reste à venir, tu vois. Donc, ça va, en termes de business, juste de gâteau, ça va continuer à exploser, quoi. T'as vu le reportage sur Squeezie ? Ouais, c'est Internet, ouais. C'est vrai qu'on en a parlé en plus. Ouais. T'as kiffé ? De ouf. Trop bien. J'ai trouvé ça moi j'ai trouvé ça fascinant à quel point. Moi, j'avais pas compris qu'on était encore early sur les créateurs. J'avais l'impression que ça durait depuis tellement longtemps, parce que je sais pas quand est-ce que t'as commencé à consommer YouTube. Mais si tu faisais du gaming, c'était les premiers contenus qui vraiment ont bien marché dessus. Moi, je me rappelle avoir découvert Squeezie, mais il y a genre peut-être 12 ans, tu vois, 12 13 ans, quand il s'appelait genre Amoudi Squeezie, je sais plus quoi, et qui faisait des vidéos sur Call of. Ouais. Et donc, je me suis toujours dit, la créateur économie, là, les gens commencent à capter, tu vois, c'est bon. Il y en a assez, tu vois, les gens vont l'inclure dans les mix marketing, ils vont arrêter de juger les créateurs comme des gens un peu bizarres. Et ce putain de documentaire m'a fait comprendre, en fait, le traitement qui était réservé même à l'élite, tu vois, de la créateur économie. Bah, tu vois, ouais. De Squeezie. Et j'avais pas capté, j'ai vraiment, et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant que tu dises que c'est le démarrage, parce que moi j'ai pas du tout l'impression que c'était le démarrage sur ce truc. Bah ouais, non, moi je pense complètement, enfin, tu vois, effectivement, ça fait 15 ans que ça existe, mais ça reste petit, tu vois, si tu compares, je sais pas, la télé, la radio, les autres médias, tu vois, ça reste nouveau. Et ensuite, tu as ce fait que les seuls à capter vraiment la créateur économie, c'était les jeunes. Et les jeunes, ils avaient leurs parents qui leur disaient tu gâches ta vie, tout ça. Enfin, après, c'est le cas à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, c'est un peu ça, tu vois, tu as la génération du dessus qui te dit mais vous êtes trop con, arrête de te filmer avec ton téléphone et tout, vis vraiment ta vie. Et parce qu'ils comprennent pas en fait le truc, tu vois, ils passent complètement à côté de ça, tu vois. Et donc ça met du temps quand même à avoir le courage de dire à la génération du dessus, écoute, fais-moi confiance, je pense que c'est le futur, tu vois, ce truc-là, tu vois. Et donc ouais, ça a continué à se développer, tu vois. Mais même Big Flo et Oli, ils en parlaient pas mal et ils disaient que eux, ça a été un peu les premières stars, tu vois, à faire des trucs avec des youtubeurs et tout ça. Et il y a plein d'autres rappeurs ou quoi qui leur ont dit, les gars, on vous parle plus, tu vois. Si vous associez aux youtubeurs, ces gamins, entre guillemets, on fait plus de trucs avec vous, tu vois. Et aujourd'hui, maintenant, beaucoup de gens le comprennent, mais c'est nouveau. Franchement, c'est que depuis quelques années que c'est le cas, tu vois, que ça se débloque à fond. Et ça va continuer. C'est une partie aussi très intéressante de ton business model qui m'a un peu choqué, c'est que tu vas probablement réussir à ramener les banques, même dans la créateur économie. En fait, je ne voyais pas, et en fait, ça m'a ouvert les yeux. J'ai compris ce que tu faisais au moment où tu m'as expliqué ces trucs-là, quel intérêt pouvait avoir une banque à être présent sur métier de rêve. Ouais, c'est ça. Effectivement, je l'ai pas expliqué, mais mon business model aujourd'hui, c'est beaucoup de faire de ce qu'on appelle de la promotion marque employeur, c'est-à-dire une banque ou un cabinet de conseil va me payer une vidéo pour toucher ma communauté qui sont des talents qui veulent embaucher potentiellement. Mais là, ça a pas mal évolué. Tu vois, aujourd'hui, à la base, je faisais métier de rêve pour les jeunes et aujourd'hui, la part de ma communauté de 25-35 ans est beaucoup plus développée, 50% plus développée que les jeunes. Tu vois, genre j'ai 30% de 17-25 et 45% de ma communauté, c'est des 25-35. Tu vois. Donc là, mon contenu évolue un peu parce que je pense que ceux qui me regardent, justement, c'est plus des gens qui, comme moi, tu vois, se disent est-ce que je me ferais pas une reconversion professionnelle ou juste par culture business se disent ça m'intéresse si j'avais pris une autre voie ou quoi, tu vois, ce que ça aurait été, tu vois. Donc voilà, donc à la base, j'ai commencé mon business model en faisant beaucoup de promotion marque employeur et maintenant c'est plus large, c'est des annonceurs qui veulent toucher aussi, avant tout en fait les 25-35 ans et c'est cool d'ailleurs pour mon business parce que c'est des gens qui ont aussi un peu plus de pouvoir d'achat et donc ça se revend mieux auprès des annonceurs, quoi. Et pour répondre à ta question, complètement, mon seul objectif, le plus gros en tout cas, c'est de faire le pont entre le monde du business corporate traditionnel et le monde de la créateur économique. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que foncièrement en fait ça n'existait pas, ce truc-là. Ouais, peut-être ou que je le sais pas ou qu'on n'est pas au courant, tu vois, mais je pense qu'il y avait une position à prendre là-dessus, ouais. Mais ok, ça me refait un peu comprendre pourquoi est-ce qu'on dit que la créateur économie est si early, c'est parce qu'en fait il y a plein de domaines sur lesquels les créateurs n'ont pas encore pénétré. Ouais, complètement, tu vois, c'est-à-dire des créateurs avec de la légitimité, qui ont une vraie expérience professionnelle avant, c'est vrai qu'il n'y en avait pas tant que ça, en tout cas là-dessus, mais je pense qu'il y en a plein d'autres, tu vois, des niches, tu vois, peut-être quelqu'un qui, je sais pas, qui a bossé dans le vin toute sa vie et qui maintenant fait de la création de contenu sur le vin ou sur les appareils photo ou quoi, tu vois, qui ont une vraie expérience, mais ils sont peut-être moins positionnés aussi à l'échelle de la créateur économie, tu vois, pour faire le pont entre ces deux mondes, tu vois. J'ai pas l'impression d'ailleurs que la créateur économie soit un truc qui intéresse particulièrement les diplômés d'école de commerce. C'est ouf, ça intéresse pas les gens, tu vois. Mais encore aujourd'hui, ça intéresse pas les gens. C'est-à-dire que les gens continuent à avoir une image très négative du truc, tu vois.
il y a eu le gros bad buzz avec Booba, tu vois, des influenceurs, les influ-voleurs et tout ça. Ouais, je me souviens que quand je suis allé voir Goldman, typiquement, pour leur dire, ouais, est-ce que vous voulez me payer des vidéos et tout ça, parce que je suis créateur de contenu, ils m'ont dit, mais enfin, à l'époque, je disais influenceur, j'avais pas compris que influenceur, le mot avait été niqué par Booba, tu vois. Et je me souviens de mon ancien big boss qui m'a dit, mais influenceur, c'est pas des meufs qui vendent des shampoings à Dubaï. Et je me suis dit, ah ouais, ok, le gars, on est là, tu vois, dans sa compréhension du truc, tu vois. Donc c'était intéressant. Mais ouais, non, franchement, c'est pour ça que je te dis, on est encore au début et c'est cool, hein, c'est la raison aussi pour laquelle il y a des opportunités pour nous parce que, enfin, si les gens avaient compris, bah, je pourrais pas faire ce que je fais, tu vois. Donc pour moi, c'est trop bien, tu vois, que les gens mettent du temps aussi à voir le truc, tu vois. Ouais, parce que j'ai l'impression que c'est pas perçu comme un métier noble, en fait, le fait d'être créateur de contenu. Ouais, on se dit, j'ai fait une école de commerce, je me suis buté en prépa, qu'est-ce que j'irais foutre des putains de vidéos sur YouTube Ouais, c'est ça. Ouais. Et... Alors qu'en fait, c'est le futur même du personal branding, c'est-à-dire même les gens qui sont pas créateurs de contenu ont tout intérêt à le faire, tu vois. Oui. Mais il y en a plein qui l'ont capté aujourd'hui, tu vois. Il y a plein de... Là, l'autre fois, j'étais avec EY, tu vois, il y a un gros partenair, le mec, il bosse chez EY, je sais pas exactement ce qu'il fait, mais enfin, je sais plus dans quelle branche il est, je crois que c'est de l'audit, et il a créé son podcast business et tout ça, parce qu'il sait que ça lui ramène des clients et ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont compris cette notion de je crée de la valeur à forte valeur ajoutée, du coup, j'arrive à capter de l'attention. Et grâce à cette attention que j'ai captée, ça m'envoie plein de business, quoi. Et toi, t'es l'incarnation de ce truc-là, quoi. Oui, et je pense que la raison pour laquelle ça marche si bien sur les thématiques qu'on traite nous, c'est parce qu'il y a si peu de personnes qui le font et que demain, en fait, rien que quand tu tapes HEC, ESCP, il y a si peu de contenu fait par vraiment des créateurs de contenu YouTube qui ressortent qu'en fait, il y a une place mais monumentale pour tout le monde. Donc, ouais. Mais bon, c'est pas... Je touche du bois, hein, c'est cool quand il n'y a pas trop de concurrents pour le moment, mais ça va venir, tu vois, ça va venir. Il commence à y en avoir un peu là, des concurrents. Et du moins, je me dis, c'est un bon truc, tu vois. Je suis content d'en avoir parce que si t'as pas de concurrent trop longtemps, c'est inquiétant. Ouais. Ok. Bon, écoute, Marc, j'ai une toute dernière question. Après, je pense que je vais te laisser tranquille. Ça doit faire 1 heure qu'on parle. Donc, on va rentrer dans les temps de ce que je t'avais annoncé au début. Donc, je vais revenir sur la citation du tout démarrage. Tu disais, la citation qui t'avait beaucoup marqué, c'est qu'il n'y a pas de bon choix, il y a que des choix qui se rendent bons. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a des mauvais choix? Bah, en parallèle de ça, du coup, il y en a pas. Mais encore une fois, c'est dans la situation où t'as quand même pris ton temps, tu vois, de réflexion et que t'es devant un truc qui te paraît 50-50, tu vois. Et bah, à ce moment-là, une fois que t'as bien fait ton travail en amont et que ça te paraît 50-50, bah, dans ce cas-là, ce qui est cool, c'est que tu peux choisir ce que tu veux et choisis le choix qui te fait kiffer, ton choix de cœur. Comme ça, tu pourras te mettre à fond dedans sans regretter, quoi. Donc voilà, dans cette situation-là, il n'y a pas de mauvais choix. Ok. Bon, bah super, merci beaucoup, Marc. Bah, merci à toi, trop cool.